Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis Gaousso, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne Gaoufou pour une nouvelle preview de la Ligue 1. Dans cette preview, aujourd'hui, on va parler d'une équipe qui a gagné 4 titres de champion de France. Une équipe qui a gagné 3 Coupes de France. Une équipe qui a passé 66 ans dans la Ligue 1. Une équipe qui a gagné un trophée des champions. Peut-être que vous avez deviné, notamment avec l'indice que je vous ai donné hier, c'est une équipe qui est située à l'opposé d'une des équipes qu'on avait présentées. Je vais parler du LOSC. C'est aujourd'hui l'OGC Nice, la confirmation. On attend quelque chose après cette saison, cette superbe saison dont on va reparler tout à l'heure en Ligue 1. On parlait bien sûr de Nice. Nice dans cette preview aujourd'hui, on va regarder un petit peu où est-ce qu'on peut placer cette équipe dans notre classement. L'OGC Nice qui a comme je l'ai dit, gagné 4 titres au cours de son histoire. La dernière finale qu'ils ont jouée, c'était en 2022, c'était une finale de Coupe de France. Et depuis, pas grand-chose, et avant ça, pas grand-chose non plus à se mettre sous la dent. On va regarder seulement des quarts de finale de compétition européenne, pas plus, depuis quasiment 120 ans, si je me trompe pas. On est là, 121 ans. Exactement. Mais elle est constituée, c'est une équipe qui est constituée d'un groupe pro de 26 joueurs, dont 14 étrangers, 10 internationaux, une moyenne d'âge de quasiment 25 ans, en même temps avec un joueur comme Dante qui a 40 ans, cette moyenne d'âge, elle est un peu boostée, mais c'est un club qui va jouer la Coupe d'Europe avec l'Europa League, donc ils seront sur 3 tableaux, ils auront besoin d'un effectif assez complet pour évoluer sur ces trois compétitions. Il y aura aussi pour stade l'Allianz Riviera qu'on voit juste ici là, un effectif qui est quasiment aux 200 millions d'euros, avec une valeur marchande moyenne par joueur de 7 millions et demi, à peu près, un peu plus de 7 millions et demi. Ils ont fini 5e la saison dernière et sont entraînés, c'est une équipe qui est entraînée par Franck Hez. Donc on va tout de suite récapituler un petit peu la saison passée. La saison passée, ils étaient en Ligue 1. Ils ont connu 21 départs, donc parmi ces départs, il y avait Nicolas Pepe, par exemple, qui était prêté par Arsenal. Il y avait aussi Dolberg, Andy Delors. On avait Calvin Stengs, qui était parti au début du mercato. Et ils se sont retrouvés avec une équipe qui était à reconstruire, avec beaucoup de titulaires qui partaient, ou en tout cas de joueurs sur lesquels on avait pu compter au cours de la saison passée, de la saison précédente d'encore, voilà, on parle de 2022-2023, qui avait quitté le navire. Et en termes d'arrivée, il y a eu beaucoup d'arrivées. On va le voir, mais on a eu l'arrivée notamment de Terem Moffi, l'arrivée de Jérémy Boga, de Mohamed Ali Chou par exemple aussi, sur la deuxième partie de saison. La saison passée, ils ont fait une saison plutôt bonne, qui a super bien démarré, on le voit, c'était une saison qui s'est soldée par 15 victoires en Ligue 1, 10 nuls et 9 défaites. C'était la meilleure défense de la compétition avec 29 buts encaissés. 17 clean sheets quand même, un Marcin Bulka qui a gardé sa cage inviolée pendant 17 fois, pardon. Donc il y a 17 autres matchs où ils ont pris des buts, et sur ces 17 matchs, ils en ont pris 29. Donc plutôt, quand ils prenaient des buts, c'était plutôt porte ouverte, opération porte ouverte. Ils ont été seulement 4 journées, les 4 premières journées, en dehors du top 5. C'est énorme quand même comme performance. Ça a été une équipe qui a été pas forcément très régulière, mais qui a été très haut dans le classement assez tôt dans la saison, et qui s'est maintenu dans cette zone. En termes de régularité, en dehors de vous dire que les 14 premières journées sont des journées où ils ont été invaincus, quasiment un record en Europe, je pense, en tout cas sur cette période-là. Bien sûr, il y a Leverkusen qui a gardé ses résultats jusque la toute fin de saison, mais ça a été une équipe aussi qui a eu des difficultés offensives. En parlant de ça, on va observer, mais seulement 40 buts marqués sur 34 journées, c'est un peu plus d'1,25 buts par match. C'est pas énorme, seulement 3 joueurs à plus de 5 buts. Et parmi ces 3 joueurs, on peut relever Terem Moffi avec 11 buts, 3 passes décisives. On a Jérémy Boga, 7 buts, 5 passes décisives. Et il y a aussi Evan N'Guessan, qui fait partie des joueurs que j'ai mis en révélation. Il y a Marcin Bulka en révélation, pourquoi ? Parce que franchement, je pense qu'il a gagné ses galons la saison passée pour être parmi les meilleurs gardiens de la Ligue 1. Evan N'Guessan aussi, parce que c'était un joueur qui arrivait, qui avait pas forcément le rôle de titulaire, ou un rôle de joueur aussi qui marque autant que ça, et il a su faire de belles choses. On a eu la confirmation aussi de Todibo et de Thuram, Khéphren Thuram, 2 joueurs dont on va reparler tout à l'heure. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur cette équipe ? 8e saison pour Dante. Dante, 8 saisons, on le voit,
toujours aussi jeune, juste derrière moi, toujours aussi jeune. C'est, je pense, l'un des joueurs les plus âgés de la Ligue 1, si ce n'est le plus âgé. Il y a du Ludovic Butel peut-être aussi qui se bat pour ce titre honorifique. Grosse saison, on reparlera de certaines choses au niveau de la saison, mais ils ont été 2 fois leaders à la 10e et la 11e journée, et 16 journées dans le top 3. Donc voilà, c'est un peu le récapitulatif. C'est une saison plutôt mitigée parce qu'on pouvait espérer un peu mieux de Nice, surtout à la mi-saison, où on les voit 2e avec très peu de défaites, beaucoup de stabilité, peu de buts encaissés. Franchement, ça a été intéressant. Et au final, on finit sur une 5e place, avec un Farioli aussi, qui était l'entraîneur en place, qui part en fin de saison. Donc pas mal de entre guillemets, déception autour de Nice la saison passée. Le coach qui remplace Farioli, c'est Franck Hez. Franck Hez qu'on a bien connu du côté de Lens. Nouvel entraîneur après ce départ-là. 3e expérience en Ligue 1. Je vous dis 3e expérience. Beaucoup me diront, mais pourquoi 3e expérience? Il a évolué en tant que coach intérimaire du côté de Lorient il y a fort longtemps. Et ensuite, il est passé à Lens. Et de Lens, il a pris la réserve en main, et ensuite l'équipe première lorsqu'ils sont montés. Il a fait 2 matchs en Ligue 2, si je me trompe pas. Il avait fait 2 matchs aussi du côté de Lorient. Une superbe 2e place au cours de la saison qui précédait celle-ci, donc la 2022-23 avec Lens. Donc très beau résultat qui nous porte à croire que c'est un entraîneur qui est capable de faire de belles choses. Il faut savoir qu'il a jamais fini au-delà de la 7e place en Ligue 1. Il a 150 matchs de Ligue 1, avec 2 avec Lorient, donc c'était un nul et une défaite. Il a réussi à gagner 71 de ses 150 matchs, 42 nuls et 37 défaites. Donc franchement, c'est un entraîneur qui sait faire des résultats. Il prend en moyenne 1,7 points par match. C'est plutôt intéressant, donc je pense qu'on va suivre Nice d'un œil différent. Pour bien comprendre où moi je vais les placer, il va falloir regarder aussi du côté du marché des transferts. Qu'est-ce qu'ils ont organisé, qu'est-ce qu'ils ont vu arrivé du côté de Nice. On a Jonathan Klaus qui est arrivé, on a Morgan Sanson, Tanguy Ndombele, et il y a quelques fins de prêt qui sont revenus aussi, qui amènent aussi un petit peu de profondeur à cet effectif, qu'on va observer un petit peu plus tard. Les départs, comme je disais, il y a des révélations cette saison. Khéphren Thuram qui a été le premier départ. On vient de vivre aussi le départ de Jean-Claire Todibo pour 40 millions avec une option d'achat obligatoire dans ce prêt qui est du côté de West Ham. Les Hammers qui vont fortement se renforcer. C'était une belle prise Todibo, surtout au vu de la saison qu'il avait réussi à faire avec Nice, hein, une très très belle saison. La problématique là qui se pose, c'est que il y a des départs, hein, comme vous voyez, mais il n'y a pas forcément de remplacement. Milieu central, ils ont pris personne. En défense centrale, vous voyez, il y a 2 joueurs qui partent. Aucun qui arrive, enfin, à part Viti, mais je crois qu'il repart, hein, si je me trompe pas, il est reparti de l'autre côté, ouais, après. Donc ouais, non, c'est vraiment pas à la hauteur. Franchement, je suis un peu déçu, et on va regarder ça tout de suite je vais cliquer sur ce lien. Dans le lien, on a un effectif qui comprend 3 gardiens, 2 centraux, donc vous voyez le problème, 2 centraux dont un joueur qui a 40 ans. Je pense que vous avez compris le problème, et ça va aller très vite. On a ensuite 4 latéraux, 7 milieux centraux, donc il y a plutôt de la densité à ce poste de milieu central. Un milieu offensif, 6 ailiers et 3 avant-centres. Bien sûr, moi ce que j'ai observé, c'est que c'était une équipe qui allait miser sur l'expérience et la jeunesse, le gros travail collectif, le trading, parce que s'ils ont des joueurs qui, on va dire, explosent aux yeux de l'Europe, surtout cette saison avec la Coupe d'Europe, ils vont pouvoir les montrer, et ça va être un moyen aussi pour eux de vendre et de récupérer pourquoi pas des millions d'euros qui pourraient être réinvestis dans l'équipe. Et bien sûr la progression des jeunes au cours de la saison, parce que il y a peu de chances pour que Nice accepte de faire une saison avec cet effectif-là. On a Dante, comme je disais, 40 ans en défense centrale, Doumbouya, 17 ans, défenseur central. Moi, ce que je voulais vous montrer, c'était aussi la profondeur de l'effectif. Vous voyez, il y a beaucoup de joueurs qui sont capables de jouer à plusieurs postes. Alexis Beka, je sais pas s'il sera de retour dans l'effectif. Par contre, on voit Pablo Rosario, on voit
Youssouf ici, parce que je vais pas prononcer son nom, Diachimier, sauf erreur de ma part, j'ai peur de me tromper, mais il y a du Antoine Mendy qui est capable de jouer sur les côtés, mais aussi dans l'axe. Par contre, on le voit, il y a un problème arrière-gauche, il faudra, je pense, soit une recrue, soit un jeune qui monte pour suppléer Melvin Barr en cas de besoin. Et pareil, en défense centrale, là, ça va être important d'avoir plus que deux joueurs, sachant que j'ai oublié de le préciser tout à l'heure dans ma présentation, mais Frank Hayes joue en 3-4-2-1. Donc il a besoin de 3 centraux, au moins pour faire son équipe. En tout cas, c'est ce qu'il nous a montré du côté de Lens. Il n'y a même pas ces 3 centraux aujourd'hui de métier. Ça va être assez compliqué. Je crois que c'est Antoine Mendy qui est pressenti pour aller dans l'axe du jeu, mais voilà, on l'a plutôt vu évoluer comme arrière droit. Si je vais cliquer sur sa fiche, on va pouvoir l'observer. On le voit, hein, il a évolué surtout en tant qu'arrière droit. Est-ce que je vais avoir les... Non, j'ai pas les stats avec le poste. Position détaillée, données de performance, on va regarder là. Et ici, vous voyez, 8 matchs en tant qu'arrière droit, 4 en tant que défenseur central. C'est plutôt là qu'il a évolué, hein, mais on verra ce que nous réserve Nice pour la saison prochaine. En tout cas, on va analyser tout de suite le calendrier sur la phase aller, en sachant qu'il y a une préparation qui a été plutôt moyenne avec 9 buts encaissés sur 5 matchs et 9 buts marqués. Donc c'est peut-être un peu moins stable que la saison passée. Après, ça peut s'expliquer avec aussi beaucoup de changements en défense centrale. Le calendrier, il est plutôt ce qu'il est, hein. C'est vrai qu'ils vont affronter OCR directement d'entrée, puis Toulouse, puis Angers, donc 3 matchs plutôt, je vais dire, abordables, parce que c'est des équipes qui étaient classées derrière ou en division inférieure, que va affronter Nice sur ce début de championnat. Ensuite, on a un gros match contre Marseille, c'est un derby pour eux, un déplacement, enfin une réception de Saint-Etienne, un déplacement à Lens. Donc les retours, là ça va être un match qu'il va pas falloir rater, hein, sur ce week-end-là de fin septembre. Il y a beaucoup de gros matchs sur ces 2 semaines-là. Il me semble qu'il y a des classicos en Espagne, il y a des gros matchs en Angleterre, etc. Mais ça peut être toujours très intéressant de jeter un coup d'œil sur ce qui se passe pour Francaise et son retour à Lens. Un gros match aussi contre le PSG. On se souvient de Nice qui avait battu le PSG la saison passée, au cours de la première partie de saison, je crois, hein, si je me trompe pas, c'était Terem Moffi qui avait mis un doublé, sauf erreur de ma part. Ensuite un match contre Nantes, Monaco, donc voilà, une première partie de saison où franchement, si l'équipe elle arrive à s'en sortir dans le haut de tableau, il n'y a pas de vol. Il y a 3 grosses rencontres. Une rencontre contre Lens qui est plutôt, on va dire, voilà, c'est celui qui prendra le dessus, peut-être sera un petit peu devant au classement. Et ensuite, c'est que des promus ou des équipes qui étaient derrière, qui sont pas forcément avec le même niveau d'ambition. Ensuite, on retrouvera des clubs européens, hein, avec Brest et Lille. Strasbourg aussi qui va être une équipe un peu compliquée à manœuvrer parce que ambitieuse, et il faudra voir ce qu'ils fournissent. On retrouve l'OL avec Le Havre aussi, Rennes et le Stade de Reims pour finir cette phase aller. Sur la phase retour, ça démarre avec Lille. Lille qui sera toujours qualifié je l'espère, parce qu'ils ont réussi quelque chose de beau ce soir en venant à bout de Fenerbahçe, se qualifier en Ligue des Champions, peut-être toujours dans ces matchs-là, surtout au mois de janvier, là c'est la dernière phase de match. Ensuite on aura un match contre Marseille, ça va être plutôt relevé, hein, ce début de cette reprise, on va dire, de championnat. Bien sûr, elle aura lieu un petit peu avant avec Rennes, Reims, Lille, Marseille, c'est quand même costaud. Et la saison va suivre son cours. On voit, il y a un gros bloc ici d'équipes encore abordables abordables. Ensuite, l'OL, l'AGIA, Monaco, Nantes. C'est des beaux matchs, ça. C'est l'AGIA, Nantes, c'est des matchs normalement qui devraient bien se passer pour Nice. Je l'espère, en tout cas. Et ensuite, la saison elle se termine avec 3 matchs. Où là peut-être c'est des places européennes qui se joueront. Il nous reste une chose à voir, le pronostic. Qu'est-ce que je vois pour cette équipe?
on va juste faire un petit récap avant de vous délivrer ce pronostic. Moi, c'est une équipe qui, je pense, sera pas structurée pour affronter tous ces challenges cette saison. Les challenges vont être assez nombreux. Pourquoi? Parce que on a la Ligue 1 d'une part, où ils ont l'ambition de continuer à être européens. Et je pense que les équipes qui n'ont pas forcément encore été présentées, mais autres que Lille, mais Lille en fait partie, pourraient finir devant eux, seront plus performantes et mieux structurées à l'approche de cette saison, en tout cas au moment où je parle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont laissé partir 2 titulaires très importants pour cette organisation d'équipe. Ils ont fait venir un coach qui n'a pas forcément une philosophie qui correspond à leur philosophie d'ensemble. On va regarder, mais je l'ai peut-être pas précisé tout à l'heure, mais on parle d'un coach qui joue en 3-4-2-1. En 3-4-2-1, il faut 3 défenseurs centraux. Dans l'effectif, au moment où je parle, ils en ont 2 fiables. Et ensuite, c'est assez vide. Donc, je peux aussi préciser quelque chose, et je vais vous donner mon prono là tout de suite, comme ça je vais pouvoir vous préciser ça. Moi, je vois Nice finir la saison à la 9e position. Cette 9e position, elle s'explique par plusieurs choses. Il y a une première chose qui est, sur ces 5 dernières années, c'est une équipe qui a été chercher la 5e place, la 9e place, puis la 5e place, puis la 9e place, et enfin la saison passée une 5e place. Bon bah, sur le papier, statistiquement, pour que ce soit beau, faut qu'ils finissent 9e. Sinon c'est pas très drôle. Mais ça c'est depuis que Ineos est arrivé, c'est-à-dire qu'ils font une saison régulière, enfin où ils sont plutôt réguliers au cours de la saison, ils finissent 5e, ils font de belles choses. La saison d'après, on vend tout le monde, où on essaie de reconstruire, de redynamiser un petit peu l'équipe. Ils font venir des personnes qui n'ont pas forcément les mêmes chances, ils changent de coach, parce que je l'ai pas précisé, mais Ez il remplace Farioli, qui est parti à l'Ajax, qui remplace lui-même Digard, qui est parti du côté aujourd'hui du Havre, mais qui est pas encore, qui était pas directement parti là-bas, qui remplaçait lui-même Fèvre. Au bout d'un moment, en fait, il faut un peu de stabilité dans le club. Le fait de faire venir Franck Ez, je pense que c'est ce qu'ils veulent faire. Par contre, je ne pense pas qu'il aura les résultats qu'ils attendent dès le début. Ça va prendre un peu de temps. Ça va, je pense aussi, nécessiter qu'ils reconstruisent un peu l'effectif, cet effectif. On peut pas, je pense, compter sur un Dante pour faire les 45-50 matchs de cette saison, à peu près, hein, avec la Coupe de France et tout. Surtout qu'il a 40 ans, que Francaise est un entraîneur qui fait jouer plutôt ses équipes assez haut sur le terrain. Non, là, ça va être assez compliqué. Je pense qu'on l'a vu notamment sur la prépa avec 9 buts encaissés et 9 buts marqués. Beaucoup de 2-2. Une équipe qui est résolument offensive, mais qui, voilà, par rapport à l'équipe de l'année passée, sera peut-être pas forcément structurée pour aller chercher les mêmes choses. Je pense qu'elle a régressé cette équipe au moment où on parle, et surtout avec Terem Moffi aussi qui est absent. Je pense que le début de saison il va être assez difficile et ils le paieront pas tout de suite. Mais début de saison, pourquoi je vous dis début de saison difficile? Parce que certes ils vont jouer des petites équipes de la Ligue 1, mais je suis vraiment pas sûr de ils aient des résultats contre les gros, quoi. Marseille, pour moi, si on revient sur le calendrier, Marseille, pour moi, ils sont capables de les battre. Lens, pareil. Paris, pareil. Monaco, pareil. Ça peut être compliqué contre des équipes assez expérimentées comme Nantes ou comme Saint-Etienne, qui connaissent bien la Ligue 1. Auxerre n'est pas une petite équipe de cette Ligue 1. En tout cas, pas pour moi. C'est une équipe qui est capable d'aller challenger des moyennes équipes. Et là, je pense qu'on est totalement dans ce type d'équipe. Souvenez-vous-en. Regardez cette ouverture de la Ligue 1 pour Nice, et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce pronostic, si vous aussi vous n'y croyez pas trop en fait à une progression de l'équipe niçoise. Moi c'était vraiment le titre que j'avais donné à cette vidéo, la confirmation. Je pense pas que ce soit une confirmation, je pense qu'on va infirmer la politique sportive de cette équipe, bien qu'elle soit ambitieuse, elle n'est pas forcément constante, donc c'est assez compliqué de s'imaginer l'équipe faire mieux que la saison passée. Un petit point sur le classement, voilà, on voit les équipes qui ont été déjà présentées, donc on a, je vais disparaître quelques instants, on a de ce côté-là le SCO d'Angers à la 18e place, on a aussi Saint-Etienne, et là je vais réapparaître, on a aussi Saint-Etienne juste au-dessus, à la 16e place, donc potentiel barragiste à mes yeux. Je vous avoue que il y a des choses qui vont changer. Je vous ferai un petit live à la fin du mercato le 1er septembre, vendredi 1er septembre. Je pense aux alentours de 19h pour faire
un petit peu l'évolution de ce classement en fonction du mercato. Il y a des choses qui ont bien évolué. Le mercato de Saint-Etienne, pour moi, il est lancé, il est structuré. Ils ont pu travailler un petit peu plus que d'autres équipes qui n'ont pas commencé à recruter au moment où je parle, c'est-à-dire le 13 août. 14 août maintenant, il est minutis. Donc je pense que ouais, il va falloir faire un petit peu des mises à jour de tout ça. On a le Racing Club de Strasbourg aussi que j'ai placé à la 12e place. Le Stade de Reims, 10e pour moi. Et ensuite, on retrouve Nice à la 9e place qui fait une meilleure saison que Reims, mais pas de beaucoup pour moi. Et on retrouvera le LOSC à la 4e place. Le LOSC qui d'ailleurs s'est qualifié pour le 4e tour qualificatif de la Ligue des Champions. Donc ça va être quelque chose d'assez intéressant. On a encore beaucoup de boulot avant de finir ces previews. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures et je vous remercie, et notamment toi Alex. Des bisous et à très vite sur la chaîne Gaoufou pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.